Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. La France a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'examiner l'escalade de la violence au Liban. Dans un communiqué, le ministre français des Affaires étrangères a estimé que la décision du Hezbollah de se joindre aux attaques iraniennes contre Israël est irresponsable, appelant le mouvement à mettre fin à ses opérations et à remettre ses armes. Paris a également appelé Israël à s'abstenir de toute intervention terrestre ou opération militaire de grande ampleur au Liban, exprimant sa vive inquiétude face à l'escalade des violences dans le pays. La réunion d'urgence du Conseil de sécurité doit se tenir demain mercredi à New York. L'inquiétude grandit pour les villages du Sud pris dans l'escalade militaire. Le ministre des Affaires étrangères a demandé l'intervention du Vatican pour protéger les villages chrétiens frontaliers et empêcher le déplacement de leurs habitants, alors que certains résidents refusent toujours de quitter leurs terres malgré les bombardements. L'inquiétude s'intensifie dans le sud du Liban, où les bombardements et les appels à l'évacuation se multiplient. Face à cette situation, le ministre des Affaires étrangères Youssef Reggi a contacté le secrétaire pour les relations avec l'État du Vatican, Monseigneur Paul Gallagher, afin d'évoquer la situation sécuritaire dans les villages frontaliers. Le chef de la diplomatie libanaise a demandé au Saint-Siège d'intervenir diplomatiquement pour protéger la présence chrétienne dans ces villages et empêcher le déplacement de leurs habitants. Selon lui, les populations de ces localités sont restées fidèles à l'État libanais et aux institutions militaires officielles comme unique référence. De son côté, le Vatican a assuré qu'il poursuivait ses contacts diplomatiques pour tenter de stopper l'escalade et éviter le déplacement des civils, rappelant que le Liban reste présent dans les prières du pape. Ces appels interviennent après la mort du prêtre de la paroisse de Claïra, le père Pierre Raï, tué lors d'un bombardement israélien. Dans un communiqué, le patriarche maronite Bshara Raï a dénoncé une attaque contre les civils et appelé à mettre fin à la guerre, réaffirmant la nécessité de neutraliser le Liban face aux conflits régionaux. Sur le terrain pourtant, certains habitants refusent toujours de quitter leur village. À Al-Mashab, près de la frontière avec Israël, une centaine de résidents se rassemblent chaque soir dans le sous-sol de l'église pour se protéger des bombardements. Malgré les ordres d'évacuation israéliens, plusieurs familles ont choisi de rester. Des habitants de Marjayoun et de Claïra ont également affirmé qu'ils ne quitteraient pas leurs terres. Pour eux, rester est une question d'attachement à leur village et à leurs terres, mais aussi la volonté de ne pas revivre un nouvel exode après les destructions subies lors des précédents conflits. La crise humanitaire s'aggrave au Liban. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, plus de 100 000 personnes ont été déplacées en seulement 24 heures, portant le total à plus de 670 000 déplacés depuis le début des bombardements israéliens. Au Liban, la guerre continue de provoquer un déplacement massif de la population. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 667 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile depuis l'intensification des frappes israéliennes. En seulement 24 heures, le nombre de déplacés a augmenté de plus de 100 000 personnes. La majorité des familles ont fui précipitamment, souvent sans emporter leurs biens. Selon l'ONU, environ 120 000 personnes sont actuellement hébergées dans des centres collectifs mis en place par le gouvernement libanais. Mais beaucoup d'autres trouvent refuge chez des proches, tandis que certains déplacés dorment dans leur voiture ou dans les rues faute de logement. La plupart des familles se dirigent vers Beyrouth, le mont Liban, le nord du pays et la vallée de la Bekaa, à la recherche d'un endroit sûr. Pour de nombreux Libanais, il s'agit d'un deuxième déplacement après les violences qui avaient déjà secoué le pays en 2024. La crise dépasse désormais les frontières. Selon les autorités syriennes, plus de 78 000 Syriens ont quitté le Liban pour rentrer en Syrie depuis le début de l'escalade. À eux s'ajoutent plus de 7 700 Libanais qui ont également franchi la frontière. Le HCR a distribué des dizaines de milliers d'articles de secours, métal, couvertures et lampes solaires, mais l'agence onusienne prévient que son opération au Liban n'est financée qu'à 14%. Dans ce contexte, les organisations humanitaires redoutent une aggravation rapide de la crise si les bombardements se poursuivent.
La guerre au Moyen-Orient entre l'Iran, Israël et les États-Unis entre dans son 11e jour. Les frappes se poursuivent, les tensions s'étendent à plusieurs pays de la région et les marchés énergétiques restent sous pression. Les combats continuent de s'intensifier au Moyen-Orient. Israël annonce avoir lancé une nouvelle vague de frappes sur Téhéran, visant notamment un complexe souterrain des gardiens de la Révolution. Dans le sud de l'Iran, l'aéroport de Kerman aurait également été endommagé par des frappes israélo-américaines. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël est en train de briser les os du pouvoir iranien tout en reconnaissant que l'offensive est loin d'être terminée. À Téhéran, la riposte verbale ne se fait pas attendre. Le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien assure que l'Iran n'a pas peur des menaces de Donald Trump, qui avait averti la veille que les États-Unis frapperaient encore plus fort si l'Iran perturbait le trafic pétrolier dans la région. Dans le Golfe, les attaques se poursuivent également. Un drone a provoqué un incendie dans une zone industrielle d'Abu Dhabi, tandis que le Qatar affirme que ses infrastructures civiles continuent d'être visées. En Turquie, un système de défense anti-aérien Patriot a été déployé après l'interception d'un missile iranien dans l'espace aérien du pays. Face à l'escalade, les conséquences économiques deviennent déjà visibles. Selon le président du Conseil européen, Antonio Costa, la Russie apparaît pour l'instant comme le principal bénéficiaire du conflit, profitant de la flambée des prix du pétrole. Pendant ce temps, l'Iran affirme qu'il est prêt à se battre aussi longtemps que nécessaire, tout en menaçant de bloquer les exportations de pétrole de la région. Un scénario qui pourrait aggraver encore les tensions énergétiques mondiales. L'Iran défie aujourd'hui ouvertement les États-Unis et menace directement Donald Trump. Mais ce bras de fer qui se durcit n'a pas toujours été la règle dans les relations entre les deux pays. Pendant plusieurs décennies, Washington et Téhéran ont entretenu des relations étroites, notamment sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, allié stratégique des États-Unis au Moyen-Orient pendant la guerre froide. À cette époque, les deux pays coopéraient étroitement sur les plans militaires, économiques et énergétiques. Tout bascule en 1979 avec la révolution islamique qui renverse la monarchie et instaure la République islamique. Rétrospective sur cet épisode de l'histoire de l'Iran avec Edouard Sfer. 4 jours après la mort de Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique depuis 1989, l'Iran entre dans une zone de turbulence inédite. La disparition de l'homme qui concentrait l'essentiel du pouvoir religieux, militaire et politique survient alors que des tensions régionales atteignent un seuil critique. Frappes ciblées attribuées à Israël, bras de fer indirect avec les États-Unis, pression accrue sur le dossier nucléaire et climat social explosif à l'intérieur du pays. Mais pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui, il faut remonter à 1979. Pays de montagne, de hauts plateaux et de civilisation millénaire, l'Iran a toujours été traversé par des tensions entre tradition et modernité, souveraineté nationale et influence étrangère. En février 1979, ce carrefour stratégique du Moyen-Orient bascule. La révolution islamique renverse la monarchie du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Après des décennies de modernisation autoritaire, une coalition hétéroclite, religieux, commerçants du bazar, intellectuels, ouvriers et étudiants se soulève. Les journées décisives des 10, 11 et 12 février 1979 consacrent la chute du régime. Le 1er février, l'ayatollah Ruhollah Khomeini revient de l'exil. 3 mois plus tard, un référendum instaure officiellement la République islamique. Le nouveau régime repose sur le principe du wilayat al-faqih, la tutelle du juriste théologien. Une architecture institutionnelle unique se met en place. Président élu, parlement, mais au sommet, un guide suprême doté d'un pouvoir déterminant sur l'armée, la justice et les grandes orientations stratégiques. Très vite, l'appareil clérical consolide son emprise. Les tribunaux révolutionnaires jugent les opposants. La crise des otages américains à l'ambassade de Téhéran en novembre 1979 marque une rupture durable avec Washington. La guerre Iran-Irak 1980-1988 renforce encore la militarisation du régime et l'idéologie de résistance. C'est dans ce contexte qu'émerge Ali Khamenei. Né le 19 avril 1939 à Mashhad,
Formé dans les centres religieux de Qom et Najaf, il s'oppose au Shah dès les années 1960 et connaît la prison. Président de 1981 à 1989, il accompagne la consolidation du régime pendant la guerre. À la mort de Khomeini en 1989, il devient guide suprême à 50 ans, malgré un statut religieux initialement contesté. Pendant plus de 3 décennies, Khamenei façonne l'Iran contemporain. Il renforce le rôle des gardiens de la révolution, qui deviennent un acteur militaire, économique et régional majeur. L'influence iranienne s'étend en Irak, en Syrie et au Liban. Sur le plan intérieur, le régime traverse plusieurs secousses. Le mouvement vert de 2009, les manifestations liées à la crise économique, puis le soulèvement Femmes, Vie, Liberté en 2022, après la mort de Mahsa Amini. Parallèlement, l'économie iranienne souffre. Sanctions internationales, inflation chronique, dépréciation de la monnaie, les accords sur le nucléaire en 2015 offrent un bref répit avant le retour des sanctions américaines en 2018. La pression extérieure et les frustrations sociales s'accumulent. Aujourd'hui, avec la disparition de Khamenei, l'équation change brutalement. Le Conseil des experts doit désigner un successeur. Les gardiens de la révolution demeurent puissants, mais l'équilibre interne du régime pourrait être redéfini. La question n'est pas seulement religieuse, elle est militaire, économique et géopolitique. À l'extérieur, la région observe avec inquiétude. Toute inflexion du leadership iranien pourrait modifier l'approche sur le nucléaire, l'attitude vis-à-vis d'Israël ou le soutien aux alliés régionaux. À l'intérieur, une jeunesse largement connectée au monde exprime depuis des années des aspirations sociales et politiques qui dépassent le cadre strict du système théocratique. La mort de Khamenei révèle une réalité structurelle. Lorsqu'un régime concentre durablement son autorité autour d'une seule figure, sa disparition devient un test de résilience institutionnelle. De la chute du Shah au retour triomphal de Khomeini, de la guerre Iran-Irak à l'ère des sanctions, jusqu'à la longue domination, puis la disparition du guide suprême, l'histoire moderne de l'Iran raconte celle d'un pays en tension permanente entre révolution et stabilité, foi et pouvoir, résistance et isolement. L'Iran entre aujourd'hui dans une nouvelle séquence historique. La question n'est plus seulement comment la République iranienne est née, mais comment elle va survivre ou se transformer après l'homme qui l'a incarné pendant plus de 30 ans. Les tensions s'intensifient entre Washington et Téhéran. Au 11e jour de la guerre au Moyen-Orient, un haut responsable iranien met directement en garde le président américain Donald Trump, tandis que les deux pays multiplient les menaces autour du contrôle du pétrole dans la région. La guerre des mots entre l'Iran et les États-Unis s'intensifie. Le chef du Conseil suprême iranien de sécurité nationale, Ali Larijani, a lancé une mise en garde directe au président américain Donald Trump. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il affirme que l'Iran n'a pas peur des menaces vides et appelle Donald Trump à faire attention à ne pas être éliminé. Cette déclaration intervient après les propos du président américain. Donald Trump a menacé de frapper l'Iran beaucoup plus fort si Téhéran tentait de perturber l'acheminement du pétrole dans la région. Au cœur de cette confrontation, le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite près de 20% du pétrole brut mondial. Depuis le début de la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, le trafic maritime dans cette zone est fortement perturbé. Les gardiens de la révolution ont annoncé que les forces iraniennes pourraient bloquer les exportations de pétrole destinées aux pays alliés des États-Unis et d'Israël tant que le conflit se poursuivra. Pour les analystes, l'enjeu dépasse largement le terrain militaire. Les perturbations dans le détroit d'Ormuz pourraient peser lourdement sur les décisions de Washington, car toute interruption durable des flux énergétiques dans le Golfe risquerait de provoquer une nouvelle crise sur les marchés mondiaux. Dans ce bras de fer entre Téhéran et Washington, la confrontation militaire se double désormais d'une bataille stratégique autour du pétrole et du contrôle de l'énergie mondiale. La guerre au Moyen-Orient continue de secouer l'économie mondiale. Après une flambée historique des prix de l'énergie, les marchés connaissent de fortes turbulences. Le pétrole et le gaz reculent, tandis que les bourses européennes repartent à la hausse. Mais les inquiétudes restent fortes face aux risques qui pèsent sur l'approvisionnement énergétique mondial. La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran provoque de fortes secousses sur les marchés mondiaux.
Après avoir dépassé les $100 le baril, une première depuis 2022, les prix du pétrole reculent désormais nettement. Les marchés réagissent aux déclarations de Donald Trump, qui a affirmé que la guerre avec l'Iran était quasiment terminée. Le baril de Brent perd plus de 7%, tandis que le pétrole américain recule également fortement. Le gaz européen suit la même tendance, avec une baisse de plus de 13%. Cette accalmie relative profite aux marchés financiers. Les bourses européennes rebondissent, avec des hausses de près de 2% à Paris, plus de 2% à Francfort, et des gains également à Londres et Milan. Mais les acteurs du secteur de l'énergie restent très prudents. Le PDG du géant pétrolier saoudien Aramco met en garde contre des conséquences potentiellement catastrophiques si le trafic maritime ne reprend pas rapidement dans le détroit d'Ormuz, par où transite près d'1/5 du pétrole mondial. Dans plusieurs pays d'Asie, la tension sur l'énergie provoque déjà des mesures d'urgence. Plusieurs pays ont instauré des rationnements de carburant, des plafonds de prix ou encore des restrictions sur le gaz. Dans le transport aérien aussi, l'impact se fait sentir. La compagnie scandinave SAS annonce une hausse temporaire de ses tarifs pour compenser la flambée du prix du kérosène. Face à ces turbulences, les grandes puissances tentent de coordonner leurs réponses. Un G7 de l'énergie se réunit à Paris pour tenter de stabiliser les marchés. Mais dans un contexte de guerre et de tensions dans le Golfe, l'équilibre énergétique mondial reste particulièrement fragile. Et enfin, en Australie, 5 joueuses de l'équipe nationale féminine de football de l'Iran ont obtenu l'asile. Elles sont accusées de trahison dans leur pays après avoir refusé de chanter l'hymne national avant un match de la Coupe d'Asie. Canberra affirme vouloir les protéger contre d'éventuelles persécutions si elles retournaient en Iran. 5 footballeuses de l'équipe nationale iranienne peuvent désormais rester en Australie. Le gouvernement australien leur a accordé des visas humanitaires après qu'elles ont quitté discrètement leur hôtel sur la Gold Coast la nuit. Parmi elles figure la capitaine de l'équipe Zahra Ghanbari. Selon le ministre australien de l'Intérieur, Tony Brooke, cette décision a été prise par crainte qu'elles ne soient persécutées à leur retour en Iran. Les joueuses avaient provoqué une polémique dans leur pays en restant silencieuses pendant l'hymne national avant un match de la Coupe d'Asie contre la Corée du Sud. Ce geste, intervenu 2 jours après le début de la guerre entre l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre, a été interprété comme un acte de protestation. Un présentateur de la télévision d'État iranienne les a alors qualifiés de traîtres en temps de guerre. Depuis, des appels se sont multipliés pour assurer leur protection. Le président américain Donald Trump et Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran, ont notamment demandé à l'Australie de garantir leur sécurité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.